Le journal avec Sotelma Malitaire. Merci de nous rejoindre pour cette troisième édition de Kédougou Info. Au sommaire, des morts et une ville traumatisée. Le poste de péage de Sanagoroba, localité située à quelques 35 km de Bamako, a été attaqué hier soir par des hommes armés non identifiés. On voit les précisions en tout début de journal avec Kassim Traoré. Et puis au moins 7 syndicats de l'enseignement de base menacent d'aller en grève pour 48 heures. Ils réclament entre autres l'alignement des salaires sur ceux de la sous-région, l'augmentation du prix des zones ainsi que le respect strict des textes de la mutation. C'est tout pour le sommaire, les détails tout de suite. Bienvenue à ce 16h en ouverture. Au moins 3 morts, c'est le bilan de l'attaque du poste de péage de Sanagoroba. Le poste en question a été gardé par un seul gendarme selon les populations de la localité. Et le constat est également clair que depuis certains temps, les habitants de cette commune située sur la route de Sikasso sont dans l'inquiétude totale. Les précisions avec Kassim Traoré. Situé à 35 km de Bamako, Sanagoroba est connu grâce à son village SOS d'enfants. Dans ce village se trouve un poste de péage dont la recette annuelle est de quelques 14 milliards de francs CFA selon les chiffres de l'autorité routière. C'est le poste de péage de ce village qui a été attaqué ce lundi 24 octobre 2016 aux environs de 19h. Le bilan est de 3 morts, dont 2 agents de l'autorité routière, un planton et 4 blessés. Le seul gendarme qui était sur les lieux a fui selon les habitants. Les 2 agents de l'autorité routière sont des vendeurs de tickets qui venaient de prendre la relève 1 heure avant l'attaque. À Sanagoroba, cette attaque n'est point une surprise, car il y a 2 semaines, les mêmes malfrats avaient attaqué la pharmacie officine de Sanagoroba pour emporter de l'argent de cette officine et de certains clients. Pour le moment, aucun habitant interrogé n'a pu nous dire avec certitude s'il s'agit de bandits armés ou une attaque terroriste. Pour eux, il n'y a aucune différence dans la mesure où c'est un crime organisé. Parlons éducation à présent. Les 7 syndicats signataires du 15 octobre 2016 dans le domaine de l'éducation menacent d'aller en grève de 48 heures à partir du 2 novembre prochain. Le préavis de grève contenant les différents points de revendication a été déposé sur la table du gouvernement et les enseignants, quant à eux, réclament entre autres l'alignement des salaires sur ceux de la sous-région, l'augmentation du prix des zones et le respect strict des textes de la mutation. Les précisions avec le porte-parole des syndicats Tiemogo Dao et le micro d'André Traoré. Concrètement, nous voulons l'alignement des salaires des enseignants maliens sur ceux de la sous-région. Nous voulons l'adoption sans délai du plan de carrière des enseignants. Nous voulons la relecture de la décision portant réglementation des examens et concours de l'éducation nationale. Nous voulons l'adoption d'une carte scolaire à l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire et la construction d'écoles publiques. Nous voulons l'adoption d'un statut autonome de l'enseignant. Nous voulons la généralisation du curriculum, la prise des mesures d'accompagnement pour la mise en œuvre de l'approche à compétences APC et la réintroduction de l'examen d'entrée en 7e. Nous voulons le respect strict des textes réglementant la mutation. Nous voulons l'augmentation de la prime des zones. Enfin, nous voulons l'augmentation de l'indemnité de logement pour les catégories A, B et C. Est-ce qu'il y a eu des discussions préalables avec les autorités maliennes? Pour le moment, non. Avec ce préavis de grève, est-ce que les négociations ont repris? Oh non, ils ont demandé quand même le mémoire en défense et les propositions des conciliateurs. On est à cette phase. Voilà, à l'instant, c'était Tiemogo Dao, le porte-parole des syndicats signataires du 15 octobre. Il était joint au téléphone par André Traoré. Toujours en éducation, une autre grève illimitée est décrétée depuis ce matin à l'Institut national des arts du Mali, INA. Les élèves réclament une meilleure condition d'études. Écoutons Traoré, il est le secrétaire général de l'AEM à l'Institut national des arts. Il est au micro de Suleiman Koulibaly.
Ici à l'INA, nous vivons dans un problème, dans l'insuffisance vraiment face à nos formations. Parce que nos matières premières ne viennent pas à temps, nos bourses ne viennent pas à temps. Et pourtant, les bourses sont les droits fondamentaux de chaque étudiant de l'Institut national des arts. Les matières premières, c'est dans notre formation. Qui dit un institut, c'est la théorie et les pratiques. Sans la pratique, moi je pense que c'est pas un institut. Donc c'est pourquoi on s'insiste vraiment sur les matières premières. Souvent les matières premières peuvent dépasser le premier trimestre sans avoir être livré, ça c'est des problèmes. Le cas des tenues aussi. À l'INA ici, on nous donne des tenues ici. Mais souvent, l'année, on peut faire toute l'année sans avoir ces tenues-là. Donc, et il y a le problème aussi des toilettes. Nos toilettes sont impraticables. Nos toilettes sont impraticables. Donc, à 200 mètres, l'odeur te frappe. Donc, ici, ça ce n'est pas facile vraiment d'étudier dans ces cadres-là. Concernant la galerie aussi, la galerie c'est un outil vraiment de notre formation. Mais la galerie est en location de plus de 2 ans. Moi, je pense qu'un institut privé de la galerie, vraiment, cette école attend d'être fermée. À l'instant, c'était à Traoré, le secrétaire général de l'AEM à l'Institut national des arts du Mali. Un mot de l'actualité à l'étranger à présent. En République démocratique du Congo, Joseph Kabila salue le contenu de l'accord issu du dialogue politique dans son pays. Le chef de l'État demande la mise en place d'un comité de suivi de cet accord dans les 48 heures. Le texte prévoit le report de la présidentielle au mieux en avril 2018. Et par ailleurs également, Joseph Kabila a reçu ce lundi 24 octobre 2016 les représentants des délégations de la majorité et de l'opposition qui ont participé au dialogue, accompagnés du facilitateur Edem Kodjo. Et puis au moins 12 personnes ont été tuées ce mardi matin dans une attaque à l'explosif visant une maison à Mandera. Il s'agit d'une deuxième attaque en moins d'un mois dans cette ville du nord-est du Kenya, frontalière de la Somalie. Place à présent à notre chronique du jour qui nous parle de la maladie génétique hémophilie. Elle se transmet de façon héréditaire et de nos jours, le Mali compte actuellement une 50aine de malades hémophiles à travers le pays. La chronique santé est une réalisation de Fanta Diakité. L'hémophilie est une maladie génétique. Comment elle se manifeste? Des éléments de réponse avec Abrahaman Poudjougou, ingénieur biologiste au laboratoire du CHU Gabriel Touré. C'est une maladie qui se manifeste en général par le fait que les malades qui en sont atteints font facilement des hémorragies. Ça peut être des hémorragies internes, ça peut être des hémorragies externes, mais l'hémophilie, c'est une maladie génétique, donc une maladie qui est transmise des parents à leurs enfants. Cette maladie génétique, qui est l'hémophilie, se classe en 2 types selon Abrahaman Poudjougou. L'hémophilie, c'est dû à une carence en facteurs de coagulation. Quand on prend le plasma d'une personne normale, il y en a, on dira 10 dans certaines conditions et 13 dans certaines autres conditions. Et chez l'hémophile, il y a un déficit, une carence en un des facteurs. On parle de l'hémophilie A quand il y a des déficits en facteur 8 et on parle de l'hémophilie B quand il y a un déficit en facteur 9. Maintenant, on a tendance aussi à parler de l'hémophilie C qui serait due à un déficit en facteur 11. Parmi ces 2 types d'hémophilie, le type A est plus répandu. Au niveau mondial, le type qui est le plus fréquent, c'est le type A. 80 à 90% de malades hémophiles sont atteints plutôt de l'hémophilie A. Mais il y a aussi la classification en termes de sévérité. C'est vrai, c'est lié à un déficit, mais le niveau de déficit n'est pas le même chez tous les patients. Et sur ce plan-là, on classifie les malades en 3 catégories. Il y a ce qu'on appelle les hémophiles mineurs, il y en a qu'on appelle les hémophiles modérés et il y a une 3e catégorie qu'on appelle les hémophiles sévères. Seuls les examens biologiques permettent de faire le diagnostic. Cependant, il est possible de voir certains signes cliniques. Abrahaman Poudjougou, ingénieur biologiste au laboratoire du CHU Gabriel Touré. D'abord, chez les enfants, un nouveau-né, quand vous le prenez
et que le point sur lequel vous avez fait pression devient bleu. Si c'est un enfant hémophile, on peut voir qu'à moindre pression ou à moindre choc, la partie qui a subi le traumatisme devient bleue. Donc, il y a une collection de sang qui s'est fait, ce qu'on appelle un hématome. Ou alors, quand le petit enfant commence à faire les 4 pattes, on va commencer à voir des tuméfactions au niveau du genou, au niveau des points d'appui. Les points qui rentrent en contact avec le sol font des boules. Ça devient après douleur. Quand tu touches ces parties-là, l'enfant se met à pleurer. Ça, c'est dû à une collection de sang. Puisque lui, son sang ne se coagule pas, à moindre blessure, le sang se verse soit dans l'articulation, soit dans le muscle. En voyant déjà ces éléments, ça doit attirer notre attention. L'hémophilie est-elle strictement liée au sexe masculin? Il se trouve que ce n'est pas forcément vrai. Des femmes hémophiles qui existent, et chez ces femmes, la manifestation de l'hémophilie peut également se manifester quand la jeune fille, pendant ses règles, fait des saignements plus abondants et qui durent plus longtemps. Ça doit aussi attirer notre attention et nécessiter des investigations. Mais chez les femmes, il n'y a pas que l'hémophilie. Il y a aussi ce qu'on appelle la maladie de von Willebrand, qui est aussi un trouble de coagulation. La prise en charge de cette pathologie peut se faire au moment où le malade saigne ou de façon préventive. Abrahaman Poudjougou, ingénieur biologiste au laboratoire du CHU Gabriel Touré. L'hémophilie, en fait, c'est un déficit en facteur. Donc, il y a un élément chez l'hémophile qui manque. Un élément qui se trouve chez les personnes non malades qui n'existe pas chez le malade. Et dès l'instant qu'on l'apporte cet élément qui manque, la personne devient une personne normale. Donc, la prise en charge de l'hémophilie consiste à lui administrer des facteurs anti-hémophiliques. Les données de prise en charge au Mali est estimées à une 50aine de malades hémophilie. Cette prise en charge est possible actuellement à l'hôpital Gabriel Touré et à l'hôpital du Mali grâce à la Fédération mondiale d'hémophilie. Malheureusement, jusque-là, c'est un traitement à vie. Merci Fanta Diakité, 16h passées de 16 minutes ici dans nos studios. Ainsi s'achève donc ce journal d'information qui vous a été présenté par Oumou Dombele, mise en onde à Boutouré. Tout de suite, votre émission Allo Clédou avec Yelima Dikonaté. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitaire.